Et là, la meuf me dit oui, c'est pas ma faute, on a les os lourds dans la famille. Critique. Non, mais à part son petit surpoids, elle était intéressante. Je veux dire, tu vas la revoir? Ouais, je sais pas, elle est sympa, mais je sens que ça me bloque un peu le coup du c'est pas ma faute si je suis ronde. Elle a pas l'air de vouloir faire quoi que ce soit pour maigrir, tu vois. Ne serait-ce qu'un peu de sport, quoi. Bah, t'en fais toi du sport? Oui, oh, ça va. Non, je fais pas de sport, t'es content? Et moi, j'ai pas de kilos en trop. Bon, le coup des os lourds, j'avoue, ça pue. Par contre, c'est vrai que le poids est déterminé à 70% par des facteurs génétiques quand même. What? 70%? N'importe quoi. Genre, tu peux rien faire pour maigrir. Manger, bouger, slim fast, tout ça, c'est que du flan. Ah bah, j'ai pas dit ça non plus. Bon, je t'explique la génétique du surpoids et puis ce qu'on peut y faire. Mais je te préviens, si tu cherches des arguments pour la convaincre de maigrir, tu t'es trompé de bonhomme. L'important, c'est votre connexion, vos affinités, son humour... Ouais, allez, vas-y, enquille. Bon, avant de parler du surpoids, il faut qu'on parle du contexte souvent implicite dans lequel on travaille. Par exemple, si je te dis que j'ai une amie qui pèse 75 kg, comment tu vois ça? Bah, comme ça, je dirais qu'elle doit être un petit peu grassouillette. Après, ça dépend, c'est peut-être une bodybuildeuse. Ou une fille très grande. Tout à fait. Le poids tout seul ne t'informe pas beaucoup. Tu vas vouloir connaître sa taille, son âge, son origine ethnique, etc. Son origine ethnique? Bah oui, les Américains sont en moyenne plus gros que les Asiatiques. Ah ouais, pas con. Donc on va se situer toujours au moins dans une région géographique et une tranche d'âge en s'intéressant au poids ou à l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids corrigé de la taille d'une personne. On pourrait s'intéresser à plein d'autres mesures, comme par exemple la circonférence du poignet ou l'épaisseur du pli de la peau, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ah mais il y a même un appareil pour mesurer tes bourrelets quoi. Alors là je vais me baser sur une étude de 2003 qui a été réalisée dans 7 pays d'Europe et l'Australie sur 37 000 paires de jumeaux de la naissance à 99 ans. Mais on a surtout des données entre 20 et 40 ans. Ouais... Mais quel rapport dans le contexte? Pourquoi des jumeaux? Pour démêler ce qui est génétique ou pas, il va nous falloir beaucoup de jumeaux. Et ça nous dira comment deux personnes identiques génétiquement réagissent à leur régime alimentaire. Je ne vais pas te montrer tous les résultats de l'étude, je vais prendre juste un exemple pour t'illustrer ça. Disons les femmes suédoises de 20 à 29 ans. Ça te va? Ah bah si tu me prends par les sentiments. Mais laisse-moi quand même le lien vers l'étude dans la description au cas où. Ok, alors si tu places sur l'axe horizontal l'indice de masse corporelle de l'une des jumelles et sur l'axe vertical l'indice de l'autre jumelle, on a une corrélation de 0,73. Alors ça veut dire que si l'une des deux jumelles est canon, genre elle, il y a de fortes chances que l'autre le soit aussi. Ah bah ouais. En gros, si la corrélation vaut 1, les deux jumelles font le même poids. J'ai bon ou pas? À peu près. Les plus fines ont une sœur qui fait partie des plus fines aussi et vice versa. Bon alors excuse-moi, mais elle pue un peu ton étude. Évidemment que tes deux jumelles sont similaires. Alors ces deux-là, elles sont peut-être bien proportionnées, mais elles ont été élevées pareil, par leurs parents qui mangent d'une certaine façon et qui font du sport par exemple. Ça prouve pas grand-chose ton truc. Effectivement, il y a tout un tas de facteurs spécifiques à chaque famille, et c'est pour ça qu'il nous faut aussi des faux jumeaux, des fausses jumelles. Dans le jargon, on parle de jumelles monozygotes pour les vraies jumelles et de jumelles dizygotes pour les fausses jumelles. Mais passons. Si on fait le même graphe avec des jumelles dizygotes, on obtient une corrélation de 0,36. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah ouais. Du coup, ça veut dire que quand les jumelles sont pas pareilles génétiquement, même si elles viennent de la même famille, elles peuvent avoir des poids différents en fait. Genre elle est bien foutue et sa sœur, elle manque de bol, elle est pas bien foutue. C'est ça. Mais attention, les faux jumeaux ne sont pas complètement différents génétiquement. Ils viennent quand même des mêmes parents. Si les vrais jumeaux ont 100% de leur code génétique en commun, les faux jumeaux n'en ont que 50%. Et tu me sors ça comme ça. Ça s'appelle l'apparentement. On peut le calculer entre les frères et sœurs, les demi-frères et les demi-sœurs, les parents et les enfants, en fait entre tout le monde du moment qu'on connaît la généalogie. Ou avec des données moléculaires, mais c'est pas le sujet non plus. Du coup, ce qui distingue ces deux groupes, c'est uniquement l'apparentement entre les jumelles. Chaque famille a son mode d'éducation et d'alimentation, mais on va retrouver cet effet dans le groupe des vraies jumelles comme dans celui des fausses. Du coup, la différence entre les deux corrélations, c'est uniquement dû à de la génétique. T'es chiant avec tes graphiques.
Bon alors la barre jaune, c'est la corrélation entre les vraies jumelles, et la verte entre les fausses jumelles. Et la différence entre les deux, c'est 0,37, et ça, c'est dû que à de la génétique. Très exactement, c'est la moitié de l'effet génétique qui explique les 50% d'apparentement qu'il manque aux fausses jumelles pour être des vraies jumelles. Donc la part génétique qui explique la différence d'indice de masse corporelle dans notre étude chez les Suédoises de 20 à 29 ans, c'est 2 fois 0,73 moins 0,36 égale 0,74. On appelle ça l'héritabilité du caractère. Bon, en fait, il y a plein de manières différentes de calculer l'héritabilité et ils ont utilisé des modèles bien plus sophistiqués dans notre étude, mais c'est pour t'expliquer. Et c'est ça tes 70%. Voilà. Et ça va même plus loin quand on veut expliquer pourquoi c'est génétique. Il y a encore plein d'études qui montrent que tes gènes influencent tes préférences alimentaires, la sensation de faim, le nombre et la durée de tes repas, le plaisir que tu prends quand tu manges, etc. Non, enfin, ça peut pas être ça. Bon, j'avoue, le coup de l'héritabilité, j'ai eu un petit moment d'absence. Mettons, c'est génétique tout ça. Moi, du coup, je suis génétiquement maigre. Bon, bah j'arrête de manger, je perds du poids. Je dis pas qu'il faut arrêter de manger, mais je dis que si je veux perdre du poids, je peux, malgré ma génétique. En fait, 70%, c'est au sein du contexte qu'on a défini au début. Pays, âge, sexe, régime alimentaire. Quand on suit le même train de vie que les gens de ces pays, âge et sexe, alors c'est la génétique qui détermine notre poids. C'est pas incompatible de dire que la civilisation occidentale suit un régime alimentaire plus riche que le reste du monde et est globalement en surpoids, et en même temps que les différences de poids entre individus occidentaux sont liées à leur génétique. En fait, ce qui te perturbe, ce sont les 30% restants. Ça paraît peu, alors qu'avec un régime, on peut perdre beaucoup de kilos. Ou si on arrête de manger. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mon cousin, quand il s'y met, il peut perdre genre 20 kilos, c'est ouf. Il est méconnaissable. Revenons à notre étude sur nos 37 000 paires de jumeaux. On n'a pas pris soin de mettre à part les jumeaux qui suivent un régime amincissant des autres, ou ceux qui font plus de 3 heures de sport par semaine des autres. Cette étude ne permet pas de tester l'effet des différents contextes. On a tout pris ensemble et on pourrait reconstituer le repas moyen de tout le groupe. En vrai, les gens ont des repas plus ou moins différents de ce repas moyen, suivant leur style de vie, ou même plus ou moins variés d'un jour à l'autre. Les 30%, ça représente à quel point ton poids va changer quand tu t'écartes de ce repas moyen. Rien compris. Non, mais c'est moi, hein, mais j'ai rien bité. Ok. Mettons qu'il existe un nouveau régime miracle qui fait perdre 10 kg à tout le monde. On sait parce qu'on a fait une étude avec deux groupes, un qui suit le régime et l'autre non, et en moyenne, le groupe qui a suivi le régime a perdu 10 kg et l'autre a perdu 0. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet environnement. Pour ça, il faut étudier séparément plusieurs contextes, plusieurs environnements différents. Parmi le groupe qui a suivi le régime, il y avait des différences de poids à la base, et il y en a toujours après ça. Et au sein d'un même contexte, on a vu que ça, c'est surtout déterminé génétiquement. Enfin, si tout le groupe a perdu 10 kg en moyenne, individuellement, chacun a perdu entre 8 et 12 kg. Ça, c'est la réponse de chacun à ce régime particulier, et c'est ça les 30%. Le terme consacré, c'est l'interaction génotype-environnement. Ok, donc si je vis comme le Pékin moyen, c'est plutôt la génétique qui détermine mon poids, mais si j'adapte mon alimentation et mon style de vie, rien m'empêche de perdre du poids. Le coup de l'interaction bidule, là, je crois que je vois, mais c'est pas hyper clair quand même. Interaction génotype-environnement. C'est un peu comme une course si tu veux. La génétique, ce serait la taille de tes jambes, et il y en a qui partent avec un avantage dès le début et d'autres qui sont pénalisés. L'environnement, ce sont les règles de la course. 20 km, pas le droit d'utiliser un vélo, on peut boire que de l'eau, etc. Maintenant, mettons qu'on court tous les deux, on suit les mêmes règles, on a la même longueur de jambes, et pourtant, je vais galérer pour finir la course et pas toi. Mais du coup, c'est pas un effet génétique aussi, ça? Je suis intrinsèquement meilleur que toi. Bah peut-être que j'ai été plus performant les 10 premiers kilomètres, mais je me suis épuisé, alors que tu as su rester constant dans l'effort. Si la course n'avait fait que 10 km, je t'aurais ma rave. C'est bien que notre manière de courir diffère, même si on a les mêmes règles, donc le même environnement, et avec les mêmes jambes, donc la même génétique. Suivant la longueur de la course, donc suivant l'environnement dans lequel on évolue, ce sera toi ou moi qui sera avantagé. C'est ça l'interaction génotype-environnement. Mais si ça t'intéresse, on pourra en reparler. Bon, mais si j'en reviens à ma conquête, parce que c'est pas tout, mais il faut que je lui résume ça, moi. En gros, malgré sa génétique,
Avec un petit effort, elle pourrait quand même perdre du poids. Il faut juste qu'elle trouve le régime qui marche le mieux pour elle. Lutter contre sa génétique, c'est pas un petit effort. C'est constant et pour toute la vie. Ça veut dire changer ses habitudes de vie durablement, c'est-à-dire sport et alimentation plus équilibrée, voire régime amincissant. Sachant que toi-même, tu fais pas de sport et tu bouffes des chips, j'ai pas l'impression que vos modes de vie s'accorderaient très bien. Il me semble que tu apprécierais plus de glandouiller devant Netflix avec elle en mangeant du saucisson que d'aller transpirer à la salle. Non, mais c'est bon, j'en ai déjà fait du sport, tu me prends pour qui? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous arrive plein de trucs dans la vie, joyeux et tristes, et perdre du poids ne fait pas toujours partie de nos premières priorités. Et à chaque fois que tu te laisses aller à reprendre un train de vie d'Européen moyen, ta génétique se chargera de te ramener à la place qui est la tienne. D'ailleurs, si tu veux un aperçu de la complexité des facteurs psychologiques qui peuvent influer sur ton poids, je te recommande chaudement cette vidéo sur l'obésité de la chaîne PsychoQuack. C'est hyper bien expliqué et tu verras pourquoi c'est pas un petit effort. Perso, je préfère partager ma vie avec quelqu'un qui met son énergie dans la construction d'une belle relation avec moi que dans une lutte pour un changement de style de vie qui correspond même pas au mien. Voilà, c'était la première vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Le but ici, c'est donc d'exposer des concepts de génétique appliqués à la psychologie humaine, dont des traits de personnalité, de comportement, des maladies mentales ou même d'addiction. Il y a plein de choses que j'aurais aimé détailler plus dans cet épisode, mais que j'ai préféré laisser de côté pour l'instant. Du coup, je suis hyper preneur de toutes vos remarques sur la forme, le fond, est-ce que ça va trop vite ou pas, est-ce que c'est trop détaillé ou pas. J'ai aussi pas pu accéder aux données brutes de l'article, qui commence à dater un petit peu maintenant, donc pour cette illustration-là, j'ai dû simuler des données à partir de la moyenne et de la variance fournie dans l'article. Voilà, comme la chaîne démarre tout juste, pensez à liker la vidéo et à la partager, ça aidera à donner de la visibilité, même si je pense que je vous apprends pas grand-chose ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.